Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Alternative pour une autre aventure des nouvelles de l'actualité au Togo et en Afrique. Avec nos confrères, nous passerons en revue bien évidemment les sujets brûlants de l'heure, surtout avec ce rapport d'Afrobaromètre sur la corruption en Afrique, un rapport à Kambla, mais qui intervient au moment où le Togo, le taux de corruption global passe de 26% en 2015 à 32% en 2019. Dans le pays, le mal est devenu tentaculaire et les gouvernants peinent à limiter la casse. Nous reviendrons bien évidemment sur la question et puis nous parlerons politique avec la période 2020-2021 et qui verra une concentration d'élections présidentielles en Afrique de l'Ouest, dans le Togo, la Guinée, Conakry et la Côte d'Ivoire, où on craint déjà le pire. Mars Kamel Savi est patron d'Africa Stratégie France. Il est de passage à Lomé. Il est notre invité pour cette émission. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir, chaque fois que c'est possible. Oui. Ferdinand Haïté, lui, il est le directeur de publication de l'Alternative. Merci d'être là, Ferdinand. Merci, Claver. Et c'est ensemble avec vous que nous allons faire ce périple. L'autre journal, bienvenue, c'est parti. La corruption, un mal continental qui déteint sur la gouvernance de nos pays. Plus d'une personne sur 4 qui ont eu accès aux services publics ont dû verser des pots de vin. C'est une révélation alarmante de Transparency International et Afrobaromètre, et qui ont récemment publié les résultats d'une enquête qui cible 35 pays africains. On dirait que la corruption reste un mal incurable qui gangrène presque tous les pays africains, Ferdinand. Oui, je pense que c'est connu de tout le monde. La corruption en Afrique est un phénomène, je dirais, endémique, hein, et endémique et systémique à la fois, parce que c'est un phénomène qu'on a du mal à enrayer. Il y a quelques pays qui ont fait des efforts, des gens ont été arrêtés, des normes ont été prescrites. Mais dans la plupart des pays africains, la corruption, c'est le sport national. Et pour en revenir au Togo, on sait que dans ce pays, les gens qui sont généralement les plus riches, c'est les fonctionnaires de l'administration, c'est les directeurs des sociétés d'État. Ils sont plus riches que les hommes d'affaires. Et ces gens n'ont qu'en réalité leur salaire à la fin du mois. Et il n'y a véritablement pas de mesures ou de dispositifs pour lutter contre la corruption. C'est vrai que sur le papier, on essaie de créer des commissions anticorruption comme on en a au Togo, mais tous ces instruments sont aux mains du politique. Et comme le politique lui-même il est fondamentalement corrompu, ou la corruption fait son affaire, on a du mal à instruire les dossiers et à arrêter les gens. On a la justice qui n'est pas indépendante. Du coup, tout ce désert-là fait le lit de la corruption qui est devenu un phénomène rampant et qui gangrène tous les secteurs de la société, comme on vient de le voir avec le rapport de Afrobaromètre et Transparency. Oui, on va rester toujours sur le plan continental, Max, mais dans les discours politiques, on affiche de bonnes intentions pour pouvoir lutter contre ce fléau, mais dans tous les pays, presque dans tous les pays africains, le mal persiste et ce sont les pauvres citoyens qui paient le pot cassé. Il y a des pays qui font des efforts. Donc, presque comme vous l'avez dit, il y a quand même énormément de pays qui font des efforts. On a le Botswana, on a même un peu le Mozambique, on a la Tanzanie, le Ghana à côté, l'île Maurice, le Seychelles. Et dans certains de ces pays, notamment l'île Maurice et le Seychelles, par exemple, on a un taux de corruption qui est inférieur à ce qu'on a en France, en République française. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des pays qui font énormément d'efforts, mais il y a d'autres pays qui ne bougent pas. Moi, j'explique aussi cela par le fait que, généralement, parce que quand on dit corrompu, c'est souvent l'argent du contribuable qui est volé, ce n'est pas l'argent des hommes d'affaires. Et donc, l'argent du contribuable est aux mains du gouvernement. Et cela est aussi dû au fait que nos gouvernants soient mal élus. C'est le cas, par exemple, de la situation au Togo, où Faure-Gnassingbé est obligé de compter sur une armée déjà clanique, mais aussi bien corrompue, parce qu'à partir du moment où on est obligé de compter sur la veuve des armes pour maintenir son pouvoir, on est obligé d'être souple avec les officiers et donc d'accepter un certain népotisme. Et népotisme engendre toujours corruption. Donc il y a ça. Il y a aussi l'impunité. Moi, depuis que je viens dans ce pays, j'y ai vécu longtemps, j'y viens régulièrement, je suis l'actualité de près. Il n'est jamais arrivé que le chef d'État mette la main sur un corrompu. Et pourtant, toutes les semaines, on fait la liste de corrompus avec les scandales, le Panama Papers et d'autres scandales, où on a vu des membres du gouvernement qui sont
impliqués jusqu'au cou. Rien n'a été fait. On a eu un ministre des Finances qui, pendant 10 ans, a massacré l'économie en volant de façon excessive et avant l'eau. Il vole le marché. Il l'a fait pendant 10 ans. Et après, il a été presque promu à la tête d'une société plus ou moins juteuse. Il a gardé un poste de conseil auprès du chef de l'État et il influence toujours le ministère qu'il a quitté depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Donc, dans une pagaille comme ça, où il n'y a aucune volonté politique et où le chef de l'État accepte parfois des cadeaux suspects venant de faiseurs de routes, de sociétés de BTP. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire quand, pour votre campagne électorale, il y a des sociétés, que ce soit Bolloré, puisque c'est un cas que je connais très bien, d'autres sociétés de BTP qui financent vos déplacements en hélicoptère, tout ça. Qu'est-ce que vous allez dire si après on vous dit que ces sociétés ont en complicité avec un ministre détenu de l'argent? Vous ne pouvez rien. Il est trop facile de vous rappeler, mais bon, les t-shirts qu'on vous a offerts, les frais d'avion, une partie vient quand même de cette caisse. Et je pense qu'à partir du moment où on a des chefs d'État comme ça va être extrêmement difficile, voire impossible de lutter contre la corruption. L'autre chose, pour finir, c'est que les victimes, qui sont les contributeurs, donc les populations, les victimes sont toujours en position de faiblesse. Au moment, et ça je parle de la corruption en général, la corruption qu'on a dans l'administration, où pour faire un acte de naissance, il faut payer 200 de plus ou 500 de plus, c'est que les victimes, soit ils le paient, soit ils n'ont pas l'acte dont ils ont besoin. Il n'y a aucun mécanisme réel, notamment au Togo, mais aussi bien au Togo que dans plusieurs pays. Il n'y a pas de mécanisme qui leur permet de contester la corruption et d'avoir gain de cause assez rapidement. Et donc, ils sont obligés d'être assujettis un peu à la corruption. Mais je tiens à insister pour finir en quelques secondes que le cas du Togo est un cas exceptionnel. On en a fait une religion d'État. Ce n'est pas l'habitude dans tous les autres pays. Il y a plein de pays qui font des efforts. Même au Mali, il y a énormément d'efforts. Au Mali, au Burkina Faso, même au Niger, au Ghana voisin. Bon, le Bénin avec la dérive actuelle, c'est difficile de le dire parce que c'est pire peut-être. Mais globalement, le Togo s'est assis dedans. Oui, et Ferdinand, l'élection démocratique, est-ce que c'est une clé pour la lutte contre la corruption? Parce qu'on peut être dictateur, on peut être mal élu, mais lutter efficacement contre ce fléau, parce que ça se voit ailleurs, Rwanda par exemple. C'est une question de volonté politique, mais c'est aussi une question de la solidité des institutions. Oui. Si vous avez, par exemple, le président du Ghana, c'est l'exemple d'à côté, il ne peut pas se permettre de puiser dans les caisses de l'État, la justice de son pays va le convoquer. Et c'est aussi une question de l'indépendance des médias, de l'indépendance de la justice, et des dispositifs constitutionnels et réglementaires qui sont mis en place. Au Togo, sur le papier, comme je venais de le dire tantôt, on a tout ça. Par exemple, dans l'administration, on a l'inspection d'État, on a l'inspection générale des finances, on a la Cour des comptes, on a la haute autorité de lutte contre la corruption. Oui. Vous avez des auditeurs internes dans les sociétés d'État, mais ce ne sont que des structures pour orner le décor en réalité. Parce que le président de la haute autorité de lutte contre la corruption au Togo, qui est un magistrat, il vous dit, pour enclencher une procédure et prendre un corrompu, il faut l'autorisation de la présidence. C'est quand même incroyable. Vous voyez, un juge de la République, il peut arrêter tout le monde, y compris même le président de la République. Mais chez nous, les juges, pendant des années, comme Max vient de le rappeler, ont végété dans une position de subordination à l'exécutif, au point que, même pour prendre une petite décision, il a besoin de se référer à quelqu'un d'autre, à son ministère de tutelle ou à quelqu'un avant de trancher. Donc, dans le cas spécifique du Togo, moi j'ai eu à le dire, je continue de le dire, en 15 ans de règne de Faure Gnassingbé, parce qu'il boucle la 15e année cette année, il y a eu plus de milliardaires qu'en 38 ans d'Eyadema, en 40 ans d'Eyadema. Parce que c'est comme quand lui est venu, il a ouvert les vannes à tous ses amis, il a dit, bon, volez autant que vous pouvez, moi je suis là, je vous assure l'impunité, il ne se passera rien, les médias, ils vont faire le bruit, quelques semaines après, ça va passer sous silence, et c'est ce à quoi on assiste. Et donc vous avez vu une génération de milliardaires, certains ne s'en cachent même pas, qui ont de l'argent, qui ont des biens, qui font pousser des immeubles, qui achètent des appartements en Europe, aux États-Unis, pendant que les sociétés dont ils ont la responsabilité sont en train de couler. Et personne ne fait le point pour pouvoir leur demander des comptes. Aujourd'hui, la SNPT, la Société nationale de production des phosphates, est totalement, je ne sais pas, est dans le gouffre.
Quand vous prenez la loi des finances, la SNPT, qui était jadis le poumon de l'économie nationale, n'apporte pratiquement plus rien au budget de l'État. Et ceux qui ont géré ces sociétés-là sont les amis du président. Ils sont dans son entourage. Le président lui-même, il a son œil. Les Israéliens aujourd'hui, qui gèrent en réalité les phosphates, sont ceux qui organisent la sécurité présidentielle au Togo. C'est eux qui sont là, qui ont mis tout le dispositif d'écoute dans le pays. Pourquoi c'est les étrangers qui gèrent nos phosphates? Il faut comprendre. Vous prenez le port autonome de Lomé, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, l'autre poumon de l'économie. Bon, je ne sais plus si aujourd'hui, il est même le pancréas de l'économie, mais ce n'est que le dispositif qu'on voit là-bas. À côté du port traditionnel, on a créé un port privé, dont on ne sait même pas à qui ça appartient. Mais les gens font des activités et ils ramassent de l'argent. On ne rend compte à personne. Oui. Vous avez la société qui nous plonge ces jours-ci dans le noir. Ils ont dit qu'ils vont faire le délaissage pendant 5 jours à Lomé. Mais vous imaginez que dans ces sociétés, comme certains confrères l'ont révélé ces jours-ci, on achète jusqu'à 100 millions de champagne par an pour les institutions de l'État. C'est-à-dire que la société qui est incapable de faire l'extension dans les quartiers de Lomé, où les gens sont toujours avec les fils électriques qu'on appelle généralement araignées, quand vous allez vers Tokbekopé, Zanguera, un peu partout vers Bogan, les gens tirent eux-mêmes le courant. Cette société-là a suffisamment de l'argent pour commander du champagne jusqu'à hauteur de 100 millions par an pour les institutions de l'État. Au point que certains qui font la commande à la société sont devenus des vendeurs de champagne. Ils ont des boutiques à Lomé ici. Donc voilà, on peut multiplier les exemples à la chaîne. Voilà comment le pays est géré. Et vous avez dans ce pays des gens qui ont des cartes Visa, privilèges ou gold, je ne sais pas, diamant, sur lesquels il y a 2 milliards, sur lesquels il y a 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ils ont des crédits de communication illimités. À Togocel, ils peuvent avoir 1 million de crédits dans leur téléphone. Et donc, avec une carte Visa de 1 million, 1 milliard, 2 milliards, ils vont en Europe, et ils achètent tout ce qu'ils veulent, sans rendre compte à personne. Ouais, et donc, voilà l'état même du pays. Et les questions de corruption au Togo, on peut mettre toute une journée, oui, on pourra en parler. Oui. Mais finalement, la corruption et personne n'est jamais inquiété. C'est un problème pour l'économie, pour un pays qui bénéficie des aides au développement, mais qui aussi a un sous-sol très riche, mais qui n'arrive pas à décoller véritablement son économie à cause de la corruption. L'Afrique est concernée par 19% de taux de corruption mondial, et l'ensemble des chiffres est détruit, on m'a dit, par la corruption, ça fait 3 000 milliards. Ouais. Imaginez qu'au Togo, notre budget n'est que de, je ne sais pas, 2 milliards de dollars, ou légèrement plus, 3 000 milliards. Vous imaginez ce que c'est pour le continent africain, c'est énorme. Mais avant de revenir sur cet aspect, je vais rebondir sur ce que vient de développer un peu Ferdinand, ouais. Pour dire par exemple que quand vous prenez même le budget de l'État, le document officiel qui passe au Parlement, 2014, 2015, 2016, 2017, il y avait un budget de 100 millions destiné à l'entretien de la résidence secondaire du chef de l'État, qui est le Château Vial. Vous imaginez, moi j'y vais chaque année. À Palimé, on voit 100 millions. C'est pour la résidence qui est à la Magnon. Toutes les résidences dites de chef de l'État. Le Château Vial n'existe plus, sauf dans l'illusion dormante du chef de l'État. Et pourtant, on a un cours de compte. C'est ce que je ne comprends pas. Bon, quand la Cour de compte a été mise sur pied de façon unilatérale par le chef de l'État, et le mécanisme de mise en place n'est pas transparent. Le président de la République et le président de la Cour des comptes ont pris femme dans la même maison. Comment est-ce que ça peut... C'est des combos comme on les dit. Dans une situation comme ça, il est normal que ça persiste. Et par rapport au champagne, c'est quand même étonnant de voir qu'en Afrique, le Togo n'est pas un pays riche, mais en Afrique, après le Gabon, c'est le principal pays consommateur de bulles champagnardes. C'est le Togo. C'est ahurissant. Et quand on voit qu'on a une population de 7 millions d'habitants et qu'il y a peut-être, je ne sais pas, 20 000 qui ont le pouvoir de s'acheter du champagne, je me dis que les gens doivent avoir des robinets de champagne chez eux. Et c'est inquiétant pour notre pays. Au-delà, par rapport au phosphate, en 2011 et 2016, il y a eu un plan de redressement du phosphate, un plan de 200 milliards de francs CFA. Pendant que le plan est en cours, on dit la société est finissante, parce que les trous sont allés trop loin, nos appareils ne permettent plus d'aller chercher le phosphate aussi loin. En temps, Ferdinand, il y avait un directeur là, Maganawe, qui était directeur, a fait des commandes de machines à une société qui n'existe pas au Brésil. La société est partie avec tout l'argent. Et pendant qu'on faisait le redressement de cette société, en investissant, l'État investissait 200 milliards. Vous imaginez que pendant ce moment, l'État négocie pour céder la société aux Chinois et aux Israéliens. Et une société israélienne en appui avec les Chinois, ils reprennent la société, avec la promesse d'atteindre en 2019
5 millions de production, dont 3 millions de tonnes de phosphate normal et après près de 2 millions d'intrants qui vont servir à l'agriculture, tout ça. Et l'année dernière, en 2018, ils ont été à 27% de la production. Ça n'a pas inquiété le gouvernement. Aucun ministre, ni le ministre de tutelle, ni aucun autre ministre ne s'est inquiété de ce que les gens ont promis et qui n'ont pas pu faire le tiers. On devait s'en inquiéter, reprendre en main là, ce giron de l'économie togolaise et réfléchir sur son avenir. Ça n'a pas été malheureusement le cas. Et donc, il y a, comme il le disait, il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Parfois, vous êtes là et quelqu'un vous appelle par exemple de l'Europe, de la France, des États-Unis, et vous voyez un numéro togolais qui s'affiche. Sachez que chaque fois, et ça arrive souvent, chaque fois qu'il y a un numéro togolais qui s'affiche alors qu'on vous a appelé de l'Europe, il y a quelqu'un qui a tassé auprès de Togo Télécom au tarif national et qui perçoit la différence importante qui est d'à peu près 51 francs CFA par minute. Lui perçoit ça. Et autant de minutes que les gens vous appellent, il perçoit autant. Et c'est ça les cartes gold ou diamant ou blablabla dont parle Ferdinand tout à l'heure qui circulent parce que tout ça est lié à des comptes qui sont dans des paradis cachés partout dans le monde et les gens ont juste la carte et pendant que vous téléphonez, ils sont en train de boire tranquillement leur champagne et par votre carte, leur carte permet de prendre de l'argent indûment sur votre communication. Donc on est dans un ensemble de corruption mais à un niveau inimaginable. Et Forest est la personne la mieux informée de ce pays. Il sait tout ça au détail près et il ne fait rien. Ça veut dire qu'il a envie, ça, au minimum, c'est que ça lui plaît ou il y gagne. Oui, et justement, au Togo actuellement, il y a presque les institutions financières publiques, comme les banques, mais elles sont en faillite, elles sont privatisées, mais personne ne dit rien. Et il y a cette histoire de ce scandale de 26 milliards de routes. On a dit, personne n'en parle. Finalement, parlant des banques, vous savez que il y a eu ce processus de fusion de l'UTB et de la BTCI, qui sont deux banques suffisamment pourries. Des gens sont venus, ils ont regardé dans l'assiette, ils ont dit mais ils ne peuvent pas reprendre ça parce que les banques n'existent plus en réalité. Il n'y a que les immeubles qui existent parce que les créances même de ces banques-là sont tellement énormes et les créanciers sont les gens qui sont dans le régime. On a le sentiment qu'en voulant vendre les banques, c'est pour effacer ces créances-là. Oui, moi j'ai des amis qui sont dans les banques qui m'ont dit, par exemple, qu'il y a une proche du chef de l'État, une épouse, bon, comme on le dit souvent comme ça, qui fait des affaires et qui a pris de l'argent. Et c'est qui non, je ne vais pas donner de nom ici. Qui a pris beaucoup d'argent dans une de ces deux banques-là. Et quand on envoie pour la rappeler que bon, elle doit à la banque, tout ça, on envoie un huissier avec des agents, c'est les gardes-corps qui sont devant sa maison qui renvoient les huissiers. Et donc les banques n'ont même pas la capacité de récupérer l'argent ou bien de saisir même l'hypothèque qu'elle a mis dans la balance pour prendre de l'argent. Et donc c'est comme ça que le pays est géré en réalité. Mais ce qui est inquiétant, c'est que, Max vient de le dire, l'impunité dont les gens jouissent, ça se traduit par la question du pouvoir. Parce que tous ceux qui font des affaires, qui deviennent riches en 2-3 mouvements, alors qu'ils étaient des gens qui n'avaient pratiquement rien il y a quelques années, tous ces individus-là que vous voyez, qu'ils soient officiers, qu'ils soient civils, qu'ils soient je ne sais quoi, pendant les campagnes électorales, ce sont ces gens-là qui rentrent au village pour bourrer les urnes, pour influencer le vote, pour, je ne sais pas, trafiquer les résultats au profit du pouvoir. Ici, on les appelle les cadres. C'est comme ça eux-mêmes ils disent, les cadres du village. Donc, quand les campagnes électorales arrivent comme ça, vous voyez des inspecteurs des impôts, vous voyez des inspecteurs des douanes, vous voyez les grands directeurs des sociétés d'État qui retournent dans leur village, qui donnent des miettes aux jeunes, qui leur disent, bon, il faut bourrer les urnes pour que dans mon village, le chef de l'État sente que son parti est vraiment au top. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est eux qui organisent la fraude. Donc, la corruption est liée aussi à ça. C'est-à-dire que l'une des conséquences de la corruption et de l'impunité dont bénéficient les gens, c'est leur soutien au régime et au pouvoir. Et donc, c'est ça en réalité le Togo. Et donc, on comprend pourquoi celui qui tient le pouvoir ne peut pas sanctionner. Parce que tout ça lui profite. Je dirais, grosso modo, c'est une association de malfaiteurs. Il y a un chef. Il y a un chef, oui, et puis il y a bon, les sous-fifres, et tout le monde travaille pour le maintien du chef.
Donc, quand les gens volent, le chef regarde, dit, mais qui a pris? On dit, oh non, le gars là, c'est un de nos éléments. La dernière fois qu'on voulait faire les élections, c'est lui qui a commandé les t-shirts, c'est lui qui a fait ceci. Dans son village, on a eu 80% pour unir 10% pour l'ANC, 2% pour Obu. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans sa région. Donc, il va dire, mais pourquoi je vais l'arrêter? Parce que si je l'arrête, à la prochaine élection, je n'aurai rien dans son village. Ou bien il n'ira plus bourrer les unes pour moi. Donc, voilà l'impunité dont bénéficient tous ces gens-là. Et tout ça découle du fait que rien n'est respecté dans le pays. Comme on le dit, la Constitution avait prévu dans un de ses articles qu'il faut déclarer les biens avant de prendre le pouvoir. Personne n'a jamais déclaré les biens dans ce pays parce que la corruption part de là. Ensuite, la justice, avec tout ce que nous avons, les procureurs, tout ça, les scandales qui apparaissent tous les jours, les gens devaient, normalement, s'il y a une justice, devaient travailler, il n'y a jamais rien eu. Et puis, toutes les autres institutions, inspection de l'État, inspection générale de l'État, la Cour des comptes, la haute autorité de la lutte contre la corruption, tout le monde regarde. Donc, il n'y a que les médias qui essaient de crier, mais il y a une habitude au Togo, on dit, laissez les journalistes, ils vont parler 2 ou 3 jours, et puis bon, la vie continue. Mais si on comprend bien l'analyse de Ferdinand, bon, on se rend compte que finalement, tous les secteurs du pays sont touchés par la corruption. Et pourtant, dans son discours programme du Premier ministre, je parle de Selom Klassou, mais la lutte contre la corruption est un mot-clé. Et on revient sur ça dans le programme, dans le plan national de développement. Mais finalement, on ne fait rien. Ou bien il y a pas... le phénomène est là, mais il n'y a pas les acteurs, on ne trouve pas les acteurs. Moi, je ne sais pas depuis quand vous suivez les discours de Faure et de son Premier ministre, mais si vous les suivez depuis aussi longtemps que moi, ça fait une quinzaine d'années à peu près que je les suis, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes tests. Quand tu prends le test de 2007, tu le compares à celui de l'année dernière, tu vas voir que quelques mots ont changé, les virgules ont passé de place à d'autres virgules. Et donc, ça veut dire que le chef d'État même est conscient soit de son incapacité de trouver une solution. Je rappelle son assertion qui disait, mais il n'y a qu'une minorité incapable. Et c'est curieux, c'est la déclaration la plus lâche d'un chef d'État. Vous venez à la télévision et vous dites à votre peuple, non, il y a une petite minorité, vous êtes combien, 5 millions? Non, il y a 5 000 qui bouffent tout, c'est pourquoi vous êtes affamés. C'est pas grave, on va voir d'ici l'année prochaine, promis, big up, et vous partez. Alors que les 5 000, ils sont tous dans votre maison, vous repartez boire le champagne avec eux le soir, au lieu de repartir avec les gendarmeries, les déguerpis. Donc, il est certain qu'il y a une complicité de haut niveau. Et je vais finir avec les locales. Vous avez constaté, il y a eu des 5 locales qui ont été organisées à huis clos, là, très rapidement, le week-end dernier. Uni a tout gagné. Parce qu'il s'est retrouvé en ballottage. C'est vrai, sur 1500 ou 1470 élus, Uni avait eu près de 1000. Sauf qu'ils ont du mal à prendre les mairies parce qu'il leur manque juste 1 ou 2. Et les opposants, que ce soit des opposants traditionnels ou des opposants modérés, comme le MPDD, l'ancien Obu, se sont mis ensemble pour les empêcher de prendre les mairies. Et là, ils se sont dit, pour cette fois-ci, pour les 5 là, on ne va pas se retrouver en ballottage. On a demandé à DJ, mais le maximum pour que dans les 5 on gagne. Et ils ont gagné tous les 5 haut les mains. Donc, quand à partir du moment où tout est, on fraude tout, la corruption à gogo dans tous les secteurs, toutes les élections sont fraudées. Franchement, moi, je perds d'espoir. C'est d'ailleurs pour ça que, pour ne pas mourir de faim, je suis parti. C'est pas possible. Et si, Ferdinand, si l'intégrité de ces institutions publiques censées lutter contre ce phénomène est entachée, alors quelle alternative faut-il proposer? Est-ce qu'il ne faut pas penser à la construction d'une opinion forte comme une alternative pour lutter, pour mettre la pression sur le gouvernement? L'opinion forte, l'opinion forte n'a pas la force publique. L'opinion forte n'est pas... sa pression... non, mais l'opinion forte, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas la police, ce n'est pas la force publique. Les gens ont choisi une stratégie de faire les sourds. C'est-à-dire que vous pouvez crier, vous pouvez même venir sous leur mur gongoler que bon... Voilà la maison du plus grand corrompu. Il est à la maison, il rigole, il sirop son champagne, il se dit, mais quand il sera fatigué, il va retourner chez lui. Donc c'est ça en fait. Donc ce n'est pas une question d'opinion forte. L'opinion forte n'est forte que si les autres institutions font leur boulot. C'est-à-dire que par exemple, dans des pays normaux, Mas Carmel, lui, vient en France, dès que le scandale sort, on ouvre une enquête immédiatement. On n'a pas besoin de l'autorisation. C'est le journal le plus petit qui en parle. Même c'est le journal le plus petit qui en parle. Le parquet financier, je ne sais pas quoi, on ouvre immédiatement une enquête. Donc, à quoi c'est une opinion dans ce pays si les institutions qui doivent servir de relais à l'opinion forte
hein, ne disent rien, sont aussi dans la corruption, bien baignent dans la corruption. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, au Togo, dans tous les pays, dès qu'il y a un incident, on ouvre une enquête. Dès qu'il y a un accident de circulation, mort d'homme, on ouvre une enquête. Mais le Togo est le pays le plus banal au monde où des gens meurent en circulation tous les jours. Vous n'avez même pas, on n'ouvre aucune enquête pour savoir dans quelles conditions il est décédé. Est-ce que c'est la victime, c'est lui qui est le responsable? Est-ce que, bon, voilà, il n'y a rien. Donc, on ne sait même pas de quelle manière les assurances même règlent même les cas des gens. Donc, il n'y a jamais d'enquête. Donc, vous mourrez dans la rue, vous mourrez par accident, un immeuble s'effondre, vous mourrez, il n'y a jamais d'enquête. C'est comme un fait banal, tout le monde passe. Et même le juge dit, bon, il est mort, bon, tant mieux. Hein? Donc, je pense que le temps, dans un pays comme ça, la lutte contre la corruption est totalement impossible. Parce que c'est le système même qui est la corruption. Donc, cette lutte ne pourra commencer que le jour où le système va s'effondrer. Mais tant que le système qui vit de la corruption, qui se maintient par la corruption, est là, il ne faut jamais croire que, bon, une quelconque lutte ou bien une opinion forte va faire bouger les lignes. Le gars qui vole des milliards et qui circule, vous avez vu les types de voitures qui sont maintenant Lomé, c'est les Range Rover qui viennent des États-Unis là, qui sont très chers, que la Jet 7 de Lomé maintenant conduit. Et le type, il sort dans la rue, tu as beau pris un mégaphone pour crier sur lui qu'il est voleur, mais lui il passe. On vous a compris. Hein. Mais pour terminer cette première partie, sur le plan moral et éthique, le phénomène devient une norme et dans le rapport on cite des jeunes qui se situent entre 18 et 34 ans, qui sont tentés par ce phénomène. Donc c'est devenu un modèle, une norme partagée. Malheureusement, et à leur place, je ne sais pas si je ferais autrement, je pense que je ferais la même chose, parce que vous êtes les seuls à crier, personne ne vous entend, les gens, ils sont bien emmurés chez eux, ils ont des acoustiques, ils auraient beau crier, ne vous entendent pas. À un moment donné, on se dit, mais pourquoi me sacrifier seul? C'est dommage qu'on en soit là, et c'est aussi ça qui remet un peu en cause toute l'éducation, qu'elle soit traditionnelle ou conventionnelle, que l'État nous donne. À partir du moment où l'État est même le premier facteur, le premier instigateur de la corruption, c'est fini, les gens se disent, ils ont profité, ils en foutent le camp. Et tous ces jeunes dont on parle et qui se laissent aller, ce n'est pas qu'ils sont a priori prédestinés ou prédisposés à la corruption, mais comme il n'y a pas d'impunité, comme on n'y peut rien, ils se disent il vaut mieux trouver ça à Range Rover ou se trouver un petit hélico ou une belle voiture et faire sa petite vie. Et voilà. Et la pauvreté ajoutant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans l'espace UEMOA, dans la plupart des pays, il y a une réduction de taux de pauvreté, du chiffre de pauvreté qui est importante autour de ces 6 dernières années. Quand on parle par exemple de la Côte d'Ivoire, c'est à peu près de 5 points, au Bénin de 6 points, au Niger même, qui est un pays très très pauvre et qui, curieusement, en 2011 et 2012 a atteint 11% de taux de croissance. Ils ont réduit sensiblement la pauvreté. Sur cette même période, ils l'ont réduit de 11 points et au Togo, on n'a réduit que de 1,5 points. Et pourtant, on a plein de mécanismes qui ont été mis en place. Si vous ne commencez pas à voir les PNP, les PNI, les PNO, les PND, les PNW, il y en a plein les PN. Merci Mas. On arrive pratiquement à la fin de cette première partie de cette émission. On vous retrouve dans la deuxième partie pour parler des politiques, les perspectives de 2020 et les forces en présence. Justement, il faut changer le système, comme l'a dit Ferdinand, mais il faut passer par les urnes également. Mais est-ce que l'opposition a une marge de manœuvre? Nous allons décortiquer cette question dans la deuxième partie de cette émission. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.